Et ensuite, comme nous avons l'habitude de procéder, nous allons prendre une nouvelle série de questions. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, madame. Mesdames et messieurs les journalistes, le jeudi 26 décembre, le procureur de la République portait à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les services de la Direction de la surveillance du territoire, DST, avaient intercepté un enregistrement sonore faisant état de la mise en œuvre imminente d'un complot contre l'autorité de l'État orchestré par M. Soro Tubafori Diom et certains de ses proches. L'exploitation de cet enregistrement sonore révélait que pour parvenir à ses fins, M. Soro Tubafori Diom entendait procéder d'abord à une campagne de discrédit sur le régime en place avant de créer une insurrection populaire à la suite de laquelle il s'emparerait du pouvoir par le moyen des armes de guerre. Face à ces faits d'une extrême gravité et pour la manifestation de la vérité, le parquet requérait le 23 décembre 2019 l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant le doyen des juges d'instruction pour les faits de trouble à l'ordre public, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Complot et atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Les différentes perquisitions ordonnées par le magistrat instructeur ont abouti à la saisie de 17 véhicules, dont certains ayant servi au transport d'armes et de munitions, initialement stockés au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire, si à Cocody Rivera Golf, en direction de la ville balnéaire d'Assini. Les perquisitions ont aussi permis la découverte dans la lagune bordant une résidence de M. Soro Tubafori Diom dans la localité d'Assini Mafia de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et 1 millier de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. L'ensemble de ces diligences et investigations menées a permis l'interpellation, l'interrogatoire et la conduite devant le magistrat instructeur de 47 personnes en lien avec les faits susvisés. Elles ont, par ces soins, été inculpées et placées pour certains sous mandat de dépôt et pour d'autres sous contrôle judiciaire le vendredi 17 avril 2020. Quant à M. Soro Tubafori Diom, il n'a pu être interpellé, l'avion le transportant ayant été dérouté vers Accra au Ghana à sa demande, malgré l'autorisation donnée par la NAC d'atterrir à Abidjan. Il était néanmoins décerné à son encontre un mandat d'arrêt
lequel vaut inculpation. Le juge d'instruction a achevé ses investigations et nous a communiqué la procédure pour prendre nos réquisitions. Cette information judiciaire a clairement démontré l'implication active de certains inculpés dans la commission des faits de nature criminelle, révélé que d'autres inculpés n'avaient commis que des faits délictuels et a totalement mis hors de cause 19 inculpés. Ainsi, l'information judiciaire a mis en évidence que les personnes ci-après n'étaient nullement impliquées dans la commission de l'infraction à elles reprochée. Un nombre total a donc été requis à leur encontre, conformément aux dispositions des articles 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ce sont M. Kone Siriki, sergent-chef en service à la garde républicaine de Yamoussoukro. 2. M. Touré Alassane, également sergent-chef à la garde républicaine de Trècheville. 3. M. Fofana Mamadou alias Katib, sergent-chef à la garde républicaine de Trècheville. Fofana Mohamed Ali, également sergent-chef. Fofana Mohamed alias VIP. Il est sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. Était chauffeur de M. Soro Favori Diom. 6. M. Koulibaly Ardouma, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 7. M. Kone Adama, gardien, ancien combattant FRCI. M. Lobo Di Armand, chauffeur. M. Tioté Aouma, garde rapproché et chauffeur de Mme Tabo Sylvie, époux de M. Soro Kibafori Diom. 10. M. Sawadoro Amidou, gardien à Assini Mafia. 11. M. Brahima Kone alias 6 secondes, se disant traduit praticien. M. Kone Suleiman 12, électricien réseau. M. Mimi Franck Elvis Sommer, informaticien. 14. M. Brakatou Kwadio Blek, infirmier diplômé d'État. M. Soro 15 Kelofoua, agent de la brigade de salubrité du district autonome d'Abidjan. 16. M. Touré Aboubakar, médecin. 17. Ouattara Ladi, géomètre à Sudurep. 18. M. Kramo Seydou Ouattara, équipementier sportif. 19. M. Touré Amia Amara, entrepreneur en bâtiment. En revanche, cette information judiciaire a révélé l'implication effective et active des personnes ci-après dans la commission des faits de tout la note publique, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Ces faits prévus et punis par les articles 179, 183 et 190 du Code pénal étant de nature délictuelle, leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi a été requis. Ce sont donc les nommés M. Soro Kanigi Mamadou, député, M. Mamadou Djibo, enseignant, professeur de philosophie, M. Théophou Kone, conseiller en alphabétisation, 4. M. Kamara Lukman, député, 5. M. Yao Soumaïla, également député, 6. M. Ouattara Mak, alias Mak Hidou Ouattara, enseignant, professeur de lycée,
inspecteur principal de physique-chimie, président du parti politique Union des Soroïstes, UDS. 7. M. Kando Soumaoro, député. 8. M. Karidoula Suleiman, maire de Bassawa. Quant au nommé, M. Soro Kibafori Diom, président du parti politique GPS. 2. Soro Corlo Rigobert, commissaire de police en service à l'hôpital de police. 3. Madame Afoussiata Bamba Lamine, avocate et ex-ministre. 4. Monsieur Lobognon Anima Alain, député ancien ministre. 5. Monsieur Kodé Kamarate Suleiman, alias Soutoussou, diplomate. 6. Monsieur Soro Yedosige Simon, se disant paysan. 7. Monsieur Sekongo Koleiri Félicien, agent des services financiers. 8. Monsieur Traoré Babou, administrateur des services financiers. 9. Monsieur Kassé Ouamé Jean-Baptiste, commandant de gendarmerie nationale en service à la garde républicaine, chef de la sécurité rapprochée de M. Soro Kibafori Diom. 10. M. Kamakate Adama alias Killer, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 11. M. Sidoué Nédioroma Emmanuel, sergent-chef en service à la garde républicaine d'Abidjan. 12. M. Bamba Suleiman, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 13. M. Dosso Seidi, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 14. M. Kone Ardiouma, officier de gendarmerie en service au groupement des commandements et des services. 15. M. Traoré Lamine alias Lima, sergent-chef en service à la garde républicaine de Yamso. 16. M. Foufana Kwaku alias Benito, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. 17. M. Zébré Suleiman, administrateur de société ex-FRCI. 18. M. Isiaka Foufana, administrateur des services financiers. 19. M. Touré Moussa, profession inconnue. Et 20. M. Sess Soukou Mohamed, député de Dagoum. L'information judiciaire a démontré indubitablement leur participation active dans la commission des faits de complot et atteinte contre l'autorité de l'État, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations et enfin trouble à l'ordre public. Tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national pour certains. Ces faits donc, étant de nature criminelle, nous avons requis, conformément aux dispositions de l'article 210 et 215 du Code de procédure pénale, la transmission à M. le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan du dossier de la procédure et un état de pièces servant à conviction aux fins de saisine de la Chambre d'instruction. Fait à Abidjan le 6 octobre 2020, le procureur de la République. Je vous remercie, monsieur le procureur. Nous allons prendre pour le moment 2 séries de questions. Vous vous présentez, vous dites l'organe de presse auquel vous appartenez et vous posez votre question.
Bonjour, monsieur le procureur. Je connais Suleiman, journaliste à Croissy.com. Connais Suleiman? Oui. C'est le Logan? Croissy.com. Monsieur le procureur, je voulais savoir tout ce moment on va passer devant la justice quand même. Bonjour, Valérie ici. Vous parlez d'une cinquantaine d'AK-47, en tout cas, vous parlez d'une cinquantaine d'armes qui ont été retrouvées. Je n'ai pas entendu le début. Vous parlez d'une cinquantaine d'armes, une cinquantaine. Oui, s'il vous plaît. Je suis loin de vous, je me permets. Vous parlez d'une cinquantaine d'armes qui ont été retrouvées, quelques lance-roquettes. C'était ça qui était prévu pour renverser le pouvoir. 50 armes pour faire un coup d'État, ça ne semble pas énorme. Les armes prévues pour faire le coup d'État et puis. Je dis 50 armes, vous parlez d'un complot pour renverser l'État, le pouvoir. Les 50 armes pour faire un coup d'État, ça ne semble pas beaucoup. Pierre Rivers pour Ivoire Martin. Monsieur le procureur, Ivoire Martin. Ivoire Martin. Monsieur le procureur, il y a un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume et jusque-là, il circule librement en France. Alors, je voulais savoir, dans ce cas de figure, quelle est la collaboration entre la justice ivoirienne et la justice française? Est-ce qu'il y a lieu, vous allez activer peut-être un mécanisme pour le rapatriement de Soro Guillaume? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas exactement? Bonjour, monsieur le procureur. Je suis Junior Cardet de Radio de la Paix. Junior Cardet, Radio de la Paix. 47 est prévenu au départ donc, de l'action et il y a 20 dont les dossiers sont transmis au procureur général. Les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bonjour, Sidi Ansali, la radio RFI. Certains de ces impliqués sont sortis de prison. Je voulais savoir combien de ces personnes sont encore actuellement derrière les barreaux. Combien de personnes sont encore effectivement en prison, sachant que certaines ont été libérées? Monsieur le procureur, pouvez déjà répondre à ces premières questions? Je vous remercie pour les questions qui ont été posées. Monsieur Kone Suleiman de Croissy.com a dit quid les dates des audiences? À quand est-ce que les audiences vont débuter? Puisque j'ai annoncé tout à l'heure que certains de ces inculpés vont passer devant le tribunal et d'autres pour lesquels il a été requis la transmission des pièces à M. le procureur général. Tout à l'heure, comme vous l'avez écouté, j'ai dit qu'il y avait 47 personnes au total. Il y a 19 personnes pour lesquelles, à l'issue des investigations de M. le doyen des juges d'instruction, il n'a pu déceler d'infraction à la loi pénale. Ou d'ailleurs, peut-être qu'une question me permettra d'expliquer. Et il y a 20 personnes dont les dossiers vont être transmis avec les pièces servant à conviction au procureur général pour saisine de la chambre d'instruction. Pour les faits criminels, la loi fait obligation qu'il y ait 2 stades
deux degrés d'instruction. Le juge d'instruction, d'abord, il fait son information judiciaire. Quand il a décelé des faits infractionnels criminels, il transmet le dossier au procureur de la République, lequel saisit le procureur général qui, à son tour, va confier le dossier à la chambre d'instruction. Donc, c'est le deuxième degré de juridiction ou d'instruction en ce qui concerne les dossiers de nature criminelle. Quand la chambre d'instruction a achevé, elle également peut estimer que les 20 personnes que nous dirigeons méritent de passer en jugement. Et comme vous le savez, les juridictions d'instruction et la chambre d'instruction sont dirigées par des juges. Eux, ils sont indépendants. Ils peuvent estimer que et le procureur et le juge d'instruction ont bien fait leur travail. Dans ce cas, ils ramènent tout le monde devant le tribunal criminel, dont l'ancêtre était la cour d'assises qui jugeait les crimes. Aujourd'hui, vous le savez bien, c'est le tribunal criminel. C'est le tribunal criminel. Si la chambre d'instruction est d'accord pour que toutes ces personnes passent en jugement, elle va les renvoyer devant le tribunal criminel pour leur jugement. Pour la dernière partie dont j'ai parlé, les 8 personnes pour lesquelles le juge d'instruction n'a décelé que des faits de nature correctionnelle, des faits de nature délictuelle. Pour ces personnes-là, le renvoi va être fait devant le tribunal correctionnel. Et le tribunal correctionnel va bien sûr observer les délais de saisie et autres. Et pour ces personnes-là, le jugement va être très proche. En 2-3 semaines, normalement, on devrait pouvoir les juger. Mais on est bien d'accord que ce que je lis à présent, c'est les résultats de l'instruction judiciaire, de l'information judiciaire. Les personnes poursuivies peuvent, si elles le désirent, faire appel ou exercer des voies de recours contre l'ordonnance de juge d'instruction qui leur a d'ailleurs été communiquée et notifiée. Si l'appel est relevé, évidemment, on est obligé de surseoir jusqu'à ce que la cour d'appel vide sa saisie. Mais encore, si la décision rendue par la cour d'appel ne les agrée pas ou ne les satisfait pas, ces personnes ont encore la possibilité, soit elles-mêmes, soit par leur avocat, de former un pouvoir en cassation. Et ça, ce sera devant la cour de cassation. Donc, dans un premier temps, l'ordonnance a été prise. Pour certains, ils vont devant la chambre correctionnelle du tribunal. D'autres ont bénéficié d'un non-lieu. Et pour certains, comme je l'ai indiqué, leur poursuite va faire l'objet du double degré d'instruction qui est au niveau de la chambre d'instruction de la cour d'appel. Et tout cela sous réserve, comme je dis, de la procédure non-appel de ces personnes-là. Parce qu'elles ont la possibilité, comme je l'ai indiqué, de faire appel. Et si elles font appel, évidemment, les délais vont changer en fonction de ce qui va être fait. Madame Valérie Boni de BBC, est-ce que les 50 armes retrouvées pouvaient faire un coup d'État? Je ne sais pas si c'est ce que j'ai. Est-ce qu'elles sont. C'est un arsenal assez important pour faire un coup d'État, c'est ça? D'accord. Écoutez, moi je ne suis pas expert en coup d'État. Encore moins expert en armement. Du coup, je ne peux même pas savoir de combien d'armes on dispose pour faire un coup d'État. Mais ça m'a été rapporté déjà par la direction nationale du territoire. Et on a fait une information judiciaire. Et le juge d'instruction a ordonné des perquisitions qui ont abouti à la découverte d'un arsenal. Je vous ai dit qu'il y a 50 Kalachnikov, mais je vous ai également parlé des RPG, des munitions, des obus, dont j'ai donné la liste tout à l'heure. Je ne sais pas, il faut combien pour faire un coup d'État, mais Dieu merci, nous avons pu découvrir à temps grâce à la DST et à ses écoutes pour savoir que ça se préparait. Mais imaginez un peu
qu'on n'ait pas découvert ces armes-là et qu'on n'ait pas pu saisir ces armes et que le dessin ait été mené à son terme, que l'infraction ait été menée à son terme. Moi, je ne peux pas vous dire de combien d'armes on a besoin, mais j'estime que dès lors qu'il y a des armes de guerre entre les mains et que des personnes les ont planquées pour s'en servir, je vous assure que le procureur de la République, lorsqu'il est informé de ces faits, n'attend même pas que l'action, qu'on passe à l'action. Il faut absolument stopper cela avant même que ça ne se passe. Avant même de se dire, ah bon, on va laisser se faire et après on va calmer. Non, ce ne serait pas responsable. Donc, je dis, voilà les armes qui ont été découvertes. Peut-être qu'il y en a plus, on ne sait pas, mais pour le moment, c'est ce qui a été découvert. Évidemment, comme je le dis, l'information va se poursuivre au niveau de la chambre d'instruction. S'il y a des éléments nouveaux, mais dans un premier temps, ce qui a été découvert là, nous, on a estimé que c'était assez impressionnant. Et puis, il n'y a pas que ça. Je vous ai dit que c'était un processus qui avait bel et bien débuté. Lors des premières conférences de presse, on a expliqué, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les personnes qui d'ailleurs n'ont même pas battu en brèche le caractère réel de l'enregistrement. Donc, pour le moment, c'est ce que nous avons. Mais je vous assure que moi, quand j'ai vu en tant que profane en âme, pour moi, c'est des choses qui peuvent faire mal. Et surtout quand on a indiqué ce qu'on devait faire avec. Donc, je ne pouvais pas attendre. D'ailleurs, ce n'était pas responsable d'attendre qu'on commence et que le coup d'État aboutisse pour dire qu'on l'a fait. Non, non, non. On ne pouvait pas attendre. Monsieur Ivoire Martin a dit qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre M. Soro Diom qui se trouve en France. Et depuis ce mandat n'a pas été exécuté, quel est l'état de la collaboration entre la justice française et la justice ivoirienne? Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez que chaque État est compétent dans les limites de son territoire. Lorsqu'on dépasse les limites de la frontière, on tombe dans la frontière d'un autre État. Autant le procureur d'Abidjan est compétent lorsqu'il s'agit de ces infractions sur l'ensemble du territoire, autant de l'autre côté également dans tous les pays, il y a des institutions chargées d'exécuter et des mandats et toutes les commissions rogatoires tant nationales qu'internationales qu'on délivre. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de délivrer les mandats pour ceux qui sont à l'intérieur du territoire national. Mais ceux qui sont en dehors, nous ne pouvons que activer ce qu'on appelle la coopération pénale internationale. Ça se fait de tout temps et ça obéit à la diplomatie, parce que nous faisons partie, par nos services, par les affaires étrangères, mais également par Interpol. Mais l'exécution, une fois que nous avons fait partie, ne dépend pas de nous. Et ça, c'est la réciprocité. J'ai expliqué à vos collègues hier qu'il y a plusieurs dossiers dans lesquels on a pu exécuter des mandats d'arrêt internationaux à la demande de divers pays, même de la France. Et ce que nous attendons, c'est l'exécution à notre tour du mandat que nous avons adressé. Tous les actes que nous pouvons accomplir ont été accomplis, mais l'exécution matérielle ne dépend pas d'Abidjan. En tout cas, pas du procureur d'Abidjan. Je n'ai pas les capacités parce que mon pouvoir ne s'étend pas à la République française. Mais, comme je dis, il y a la coopération judiciaire internationale que nous avons mis en branle et nous attendons donc les résultats de cette commission rogatoire internationale pour, comme vous l'avez dit, pour le mécanisme de rapatriement. Une fois que ce sera fait, il appartiendra, on mettra l'institut en place. Ça se fait tout le temps. Donc on attendra la bonne exécution. Radio de la paix, M. Julien Taki a dit, vous avez dit qu'il y avait 20 personnes renvoyées dans les dossiers et les pièces servant à conviction ont été transmises au procureur général. Quid des autres détenus? Je pense que cette question-là a une réponse également. On a dit qu'il y a des personnes contre qui le juge d'instruction, et ça me permettra même de parler de l'activité du juge d'instruction comme je vous l'ai dit,
départ, c'est la police judiciaire dirigée par le procureur. Tout ce qui est recherché à ce stade, ce sont des indices. Est-ce que contre une personne, est-ce qu'il existe des indices infractionnels? Si le procureur de la République, qui instruit à charge, parce que le procureur de la République il recherche à charge, on dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui va porter atteinte à la loi, lui, quelles sont les personnes contre qui il existe des indices? Dès lors que les indices sont concordants, le procureur de la République fait procéder à des arrestations et confie le dossier pour le reste, surtout lorsque la procédure est criminelle, le procureur confie le dossier au juge d'instruction. Lui, il est différent du procureur. Autant le procureur instruit à charge, le juge d'instruction, lui, il instruit à charge et à décharge. Est-ce que les indices dont parle le procureur, est-ce qu'ils sont concordants? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il y a suffisamment d'indices? Quand le juge d'instruction, à l'issue de son information judiciaire, a trouvé des indices concordants, il les transforme en charge. Ça, c'est le rôle du juge d'instruction. Comme je l'ai dit, lui, il instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui permettent d'inculper celui qui est là, qui permettent de le mettre en cause, et quels sont les éléments qui permettent de le disculper. Quand il a fini ce travail d'instruction à charge et à décharge, évidemment, les personnes contre qui le juge d'instruction, malgré les indices que le procureur croyait trouver, si le juge d'instruction estime que les indices ne sont pas suffisants et qu'il n'y a pas suffisamment de charge, il fait un non-lieu pour ces personnes. Et c'est le cas des 19 personnes dont j'ai donné l'énumération. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un dossier criminel comme c'est le cas en l'espèce, le juge d'instruction est tenu de transmettre le dossier au procureur de la République pour le deuxième degré. Et ça, c'est au niveau de la chambre d'instruction de la cour d'appel, et cela par voie de monsieur le procureur général près la cour d'appel. Donc c'est un peu comme ça. Maintenant, après, donc il y a les indices au départ, procureur, OPJ, officier de police judiciaire. Ensuite, les charges au niveau du juge d'instruction. Maintenant, une fois que l'affaire est renvoyée à l'audience, c'est un peu comme pour les 19 personnes pour qui le juge d'instruction n'a pu trouver que des charges correctionnelles. Pour ces personnes-là, elles vont comparaître à l'audience. Bien sûr, si elles n'ont pas fait appel immédiatement de l'ordonnance du juge, ces personnes comparaîtront à l'audience, et ce sont des juges de jugement qui, à l'issue des débats à l'audience, de la présentation des pièces à conviction, des réquisitions des procureurs, des plaidoiries des avocats, à la fin, le juge diront s'il y a des preuves de culpabilité contre ces personnes. Vous voyez, d'indices, on est passé à charge et on termine par des preuves de culpabilité. Et c'est au vu des preuves de culpabilité que ces magistrats de jugement rentrent maintenant en voie de condamnation. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc, dans le dossier, pour en revenir, il y a 20 personnes pour qui les faits, des charges criminelles ont été retenues. Ces personnes vont à la chambre d'instruction. Il y a 8 personnes pour lesquelles il n'y a que des charges correctionnelles. Leur dossier sera dirigé devant le tribunal correctionnel pour jugement. Et puis il y a 19 personnes contre qui il n'y a aucune charge selon le juge d'instruction et qui ont donc bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Donc voilà. Alors RFI a demandé, il y a des personnes qui ont été remises en liberté provisoire, combien reste-t-il? D'ailleurs, je l'ai indiqué, aujourd'hui il y a des alternatives à la détention. Donc déjà, quand nous avons dirigé le dossier au juge d'instruction, il a estimé que certaines personnes ne devaient pas garder prison. Ces personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, avec bien sûr des obligations.
Il y a certaines qui sont parties en détention et pour lesquelles le juge d'instruction a estimé qu'on pouvait, comment on appelle ça, les mettre en liberté provisoire. Ça l'a été déjà. Et effectivement, il y a des personnes dont la dangerosité, d'après le juge d'instruction, est certaine et pour lesquelles il n'a pas encore fait droit à la liberté provisoire qui peut être obtenue soit d'office, soit à la demande des inculpés. Donc aujourd'hui, il y a encore une quinzaine de personnes qui sont en détention préventive. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, la détention n'est que préventive. Le juge d'instruction peut y mettre fin, c'est ce qu'il a déjà d'ailleurs démontré, mais également la chambre d'instruction, chez qui la procédure va être dirigée à présent, a la possibilité, elle également, de mettre certains inculpés en liberté provisoire. En outre, le tribunal correctionnel, vers qui, pour les personnes qui ont commis des faits correctionnels, vers qui le dossier a été dirigé, également, avant jugement, a la possibilité de placer, enfin de lever le pied et donc de donner la liberté provisoire à des personnes. Donc voilà un peu le cheminement. Je crois que c'était la dernière question. Mesdames et messieurs de la presse, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le procureur, vous avez fait ici deux conférences concernant cette affaire de Soro et le coup d'État. Et concernant le mandat d'arrêt, vous avez été confiant pour dire que c'était en bonne voie, qu'on pourrait espérer son exécution très bientôt. Donc voilà que 9 mois après, vous êtes dans le doute. Est-ce que vous pensez qu'après 9 mois, que ce mandat a été lancé, est-ce que vous pensez que c'est peu long l'attente de ce mandat pour que ce soit exécuté? Est-ce que vous avez bon espoir que d'ici la fin de l'année, ça sera exécuté? Merci. Bonsoir, monsieur le procureur, je suis Cyprien Kwasi, d'Abidjan Pollet. Monsieur le procureur, l'actualité oblige, nous sommes à 3 semaines des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que cette sélection des personnes qui seront interpellées tout massivement devant la justice va encore créer des remous au sein des populations? Merci. Bonjour monsieur le procureur, je suis Stéphane Petit de l'agence de presse panafricaine. Monsieur Soro Guillaume, lors d'un entretien télévisé, avait déclaré être prêt à répondre à l'appel de la justice de son pays, mais à condition que celle-ci ne soit pas aux ordres. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces derniers afin d'assurer que la justice n'est pas aux ordres, que vous n'êtes pas aux ordres de qui que ce soit? Monsieur le procureur, c'est encore Pierre de Presse pour Ivoire Matin. Il y a M. Laurent Gbagbo qui a été acquitté par la CPI et il est condamné ici à 20 ans de prison, si je ne m'abuse. Je voudrais savoir, est-ce que la justice ivoirienne essaie d'aller le chercher? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt qui sera émis aussi comme lui pour le faire revenir en Côte d'Ivoire afin qu'il vienne toucher sa peine ici? Merci.
Monsieur le Procureur, c'est la dernière série de questions. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour les excellentes questions qui m'ont été posées. Monsieur Fabrice Tété du Temps, Monsieur le Procureur, vous êtes à votre appel. Il y a déjà eu 2 conférences de presse au cours desquelles vous avez dit qu'un mandat d'arrêt international a été décerné contre M. Soro Kibafori Diom et depuis 9 mois, le doute persiste sur l'exécution du mandat. Au risque de me répéter, je vous ai dit que, quelle que soit la force du procureur, sa compétence est limitée par les limites territoriales, si je peux me répéter. Je suis dans les limites territoriales de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui va au-delà, il faut absolument que ce soit les autres qui le fassent. Le devoir du procureur d'Abidjan, et ça se fait dans tous les pays, lorsque vous avez émis un mandat, vous demandez, mais l'exécution dépend de celui qui reçoit. Et ça, c'est, on ne peut pas obliger un État à exécuter un mandat, ce n'est pas possible. Mais tant que le mandat n'est pas raconté, nous, tous les actes ont été accomplis. Tant qu'on n'a pas demandé à ce que ce mandat nous soit ramené, on a bon espoir qu'il va être exécuté. Mais maintenant, ne nous demandez pas de délai parce que ça, ce n'est pas à nous. Mais comme je l'ai indiqué, c'était déjà le mandat du juge d'instruction. Après, il y a la chambre d'instruction, mais il y a également le tribunal criminel. Donc, tant que la procédure n'est pas achevée, tant qu'il n'y a pas de prescription, nous, on se dit toujours que le mandat va être exécuté. Mais comme je le dis, nous sommes limités de ce côté-là. Monsieur Kassi de Abidjan.net, 3 semaines des élections, est-ce que vous ne pensez pas que le jugement des personnes va entraîner des remous? Bon, je ne pense pas que non, je ne peux pas penser à la place de tout le monde, mais vous savez, l'agenda électoral n'est pas l'agenda judiciaire. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'on doit tous s'arrêter et puis ne pas accomplir nos missions. Ça, dans aucun pays du monde, je n'ai vu cela. Je ne ferai pas de campagne, je ne suis pas candidat. Donc, les gens feront la campagne, ils iront aux élections, mais les jours ouvrables, chacun ira à sa mission. Vous êtes journaliste, vous irez travailler. Celui qui vend du pain et qui fabriquera son pain, c'est d'avoir envie de faire. Non, non, je pense que, comme on a dit là, le jugement même, ça permet à la personne contre qui on a estimé qu'il y avait des charges de démontrer à l'audience qu'elle n'a rien fait. Je pense que, et puis, quand on ne juge pas, on dit non, 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 ça date. Quand on juge aussi, on dit il y a des élections, il faut attendre. Moi, je pense qu'il faut qu'on sache quel est le juste milieu. Mais je crois que celui qui a un problème, il faut qu'il passe devant le tribunal pour que le tribunal lui dise est-ce qu'on doit attendre après les élections ou bien est-ce qu'on doit tout arrêter? Je pense que non. Comme je dis, l'agenda judiciaire est différent de l'agenda électoral. Alors, BBC, quelle peine pour ceux qui sont devant le tribunal criminel, pardon, le tribunal correctionnel, et puis ceux qui iront ensuite devant le tribunal criminel. Évidemment, on a dit hier, il y a des faits de trouble à l'ordre public, ça va de 5 à 10 ans. Et les tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État, contre l'État, ça c'est l'emprisonnement à perpétuité. Monsieur Stéphane, d'Agence Presse Panafricaine. Monsieur Soro Kibafori Diom a indiqué être prêt à répondre à la justice de son pays, qui est cependant aux ordres. Est-ce que la justice est vraiment aux ordres? Je crois que si je me résume, c'est un peu cela. Je l'ai fois indiqué chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser tant à la population qu'à la presse. La loi n'a jamais été faite par les magistrats. La loi a 2 essences. Elle vient du gouvernement, de l'exécutif,
On appelle ça projet de loi. Elle vient du Parlement, on appelle ça proposition de loi. Vous ne verrez jamais un magistrat aller faire un test. Ce n'est pas de notre ressort. La loi est faite et nous, notre rôle, c'est de l'appliquer. Seulement quand vous parlez d'autres, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a dans la magistrature, il y a deux types de magistrats. Il y a les magistrats assis, qui sont les juges d'instruction, les juridictions de juges, les juges de jugement, les présidents de chambre et autres. Eux, ils sont indépendants, mais c'est la loi qui le dit. Et puis, il y a la magistrature debout. Le procureur de la République, le procureur général, le substitut procureur, eux, ils sont aux ordres. Et ils sont aux ordres de la chancellerie. Mais ça, ce n'est pas seulement valable à Côte d'Ivoire. Même en France, c'est la même chose. C'est au terme de la loi. Donc, dire que toute la magistrature est aux ordres, moi, je pense que ça possède une méconnaissance. Et ça, chaque jour, quand on m'interpelle dans la regard, monsieur procureur, vous êtes aux ordres. J'ai dit oui. Mais ça ne fait pas honte d'être aux ordres parce que c'est ce que la loi dit. C'est les tests qui disent que le procureur reçoit les ordres et les applique. Mais les mêmes tests disent, le juge là, lui, il est indépendant. C'est la loi qui le dit. Donc je ne peux pas me dire, bon, comme on me donne un ordre, il ne faut pas que j'exécute. Mais attendez, un magistrat, c'est d'abord la loyauté. Un magistrat du parquet, il est loyal. Et c'est la loi qui le dit. Il faut respecter la loi. Voilà. Donc on dit que toute la magistrature est aux ordres. Bon, voilà. En tout cas, ce n'est pas ce que les tests disent, mais c'est valable à la fois ici, c'est valable dans les pays européens, même en France. Il y a la magistrature debout et puis la magistrature assise. Ça, c'est. Monsieur d'Ivoire Martin a dit, monsieur Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI alors qu'il a été condamné à 20 années d'emprisonnement par la justice ivoirienne. Est-ce que la justice va le requérir? Bon, est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt? Là, je réponds oui. Est-ce qu'il y a eu condamnation? Je réponds oui. Mais comme c'est pour répondre un peu à la préoccupation de M. Fabrice Tété, les officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet, les magistrats ne sont compétents que dans l'espace du territoire de la République. Quand ça va au-delà, il faut évidemment mettre en place ce qu'on appelle la coopération judiciaire pénale internationale. Et donc ça dépend du pays dans lequel il se trouve. Tu peux exécuter ou ne pas exécuter notre mandat. Sinon, ça a été décerné le mandat. Monsieur, je pense qu'il y a plus de questions. Monsieur le procureur a été un peu plus clair. Nous allons faire donc cette conférence de presse et vous remercier d'être venu. Et après bientôt, nous avons les copies des propos liminaires de monsieur le procureur que nous allons vous donner. Merci à vous.